On va conclure cet après-midi avec Jean-Pierre Raffarin. On est très content de l'accueillir. Donc, il l'évoquait tout à l'heure, il a été député européen et président de France Nature Environnement, qui est une fédération de centaines d'associations qui s'occupent d'environnement en France. Donc, on est très heureux de lui donner la parole. On lui a posé une question qui n'est pas simple non plus. C'est de nous éclairer sur les rapports entre l'homme et la nature, finalement, qu'on a déjà évoqué un petit peu cet après-midi. Que nous nous posons aujourd'hui, elles se sont déjà posées. Je prendrai quelques éléments dans l'histoire de notre monde occidental. Mais avant, une petite remarque par rapport aux OGM. Il se trouve que j'ai siégé à la commission du génie biomoléculaire, qui était la commission qui autorisait l'utilisation des OGM et notamment des PGM, c'est-à-dire les plantes génétiquement modifiées. Je n'avais pas d'hostilité de principe à l'utilisation de cette technologie, mais après avoir siégé dans cette commission, je suis devenu farouchement hostile, non pas sur le principe, mais c'est que dans une structure dite scientifique, on écartait a priori un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas étudiés, et donc ce qui permettait de dire aux gens qui étaient là, il n'y a pas de problème. Et moi, je dis scientifique, en tant que scientifique, je suis scientifique de formation, on ne peut pas dire a priori, il n'y a pas de problème. Et c'est une des questions qui se posent pour moi dans l'utilisation en agriculture et ailleurs des plantes génétiquement modifiées. On oublie aussi qu'il y a des animaux génétiquement modifiés et que la loi votée en 2006 en France les a complètement oubliés. Il se trouve que la veille de la discussion au Conseil des ministres du projet de loi OGM, j'ai rencontré M. Borloo avec d'autres personnes et on lui a dit « Mais attendez, dans le projet de loi, où sont les animaux ?» Parce qu'il s'agissait de mettre en œuvre une directive européenne sur les organismes génétiquement modifiés qui comprenait aussi bien les animaux que les plantes. On a oublié. Donc la loi, et lors de la discussion au Parlement du projet de loi, le sénateur Legrand, qui était un peu hostile aux OGM, a questionné le rapporteur qui était le sénateur Bizet. Il lui a dit « Mais attendez, comment se fait-il que l'on ne parle pas des organismes animaux ?» Le sénateur Bizet, rapporteur, qui était normalement censé connaître la question, a dit « Mais la directive européenne ne parle que des plantes. » Ce qui est totalement faux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans la loi OGM de dispositif permettant de contrôler l'utilisation d'animaux, que ce soit les poissons et autres. Et c'est pour ça que je suis, je dirais, à propos de la problématique OGM, assez hostile, non pas au fait, mais à la manière dont c'est utilisé. Donc je referme la parenthèse sur les OGM qui avait été ouverte tout à l'heure. Alors, nature et homme. Dans le langage courant, ce qui est naturel, c'est ce qui n'est pas lié à l'activité humaine, que l'on dit à ce moment-là artificiel. Mais c'est une vision assez culturelle. Il y a une quarantaine d'années, le chasseur français avait fait un sondage auprès de ses lecteurs en disant « Pour vous en France, qu'est-ce que la nature ?» Arrivé en premier, la forêt, les espaces verts et la campagne. Et en dernier lieu, la mer. Alors que dans l'ensemble de ces milieux, celui qui est le plus naturel, le moins manipulé par l'homme en Europe occidentale, c'était la mer, bien entendu. Les forêts que nous connaissons sont des forêts qui sont l'héritage d'activités de foresterie depuis 2 siècles. La campagne, bien entendu, les espaces, bien entendu. Donc il faut aussi, quand on oppose homme et nature, qu'est-ce que l'on met sous le mot de la nature ? La perception que nous en avons aujourd'hui est liée au regard que nous portons sur la nature. Mais c'est un regard qui est culturel, qui n'est pas forcément un regard vivant. Si l'on se replace, et là j'irai très vite, dans l'histoire de la vie, et je ne prendrai dans la nature, parce que la nature, il n'y a pas que le vivant, il y a le reste, que la manière dont ça a été pris en compte dans l'Europe occidentale.
Premier constat, la vie existe depuis 4 milliards d'années. Nous, les hommes Homo sapiens, à peine 200 000 ans. Donc là aussi, il s'agit d'être modeste par rapport à l'ensemble du monde vivant. Nous sommes pas les bons derniers, parce qu'il y aura certainement, après notre espèce, la nature continuera à fonctionner. Nous ne sommes pas tout seuls. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment nous nous sommes comportés. Je dis nous, nos ancêtres, pas ceux qui sont là aujourd'hui. Comment se sont comportés nos ancêtres? Dans un premier temps, ils étaient comme les autres vivants, des pêcheurs, des chasseurs, des cueilleurs, qui étaient à la fois prédateurs et en même temps la proie d'autres animaux, et ils faisaient partie, ils étaient la nature, comme nous sommes d'ailleurs encore en partie la nature. Ensuite est arrivé le moment où l'humanité a commencé à anticiper. C'est-à-dire, au lieu de tuer tel bovin, tel ovin, je me dis, tiens, ça serait intéressant de l'élever. C'est-à-dire de le garder et de ne pas le manger tout de suite, mais d'avoir les parents, de leur permettre de se reproduire, d'avoir des agneaux, d'avoir du lait. Hein, on revient sur ce qu'on disait, l'utilisation du laitage, quand on a commencé à savoir conserver le lait sous forme de fromage, c'est donc la capacité d'anticiper, de ne pas consommer tout de suite comme un prédateur, mais de garder. Il en va de même pour la culture. Au lieu de ramasser du blé sauvage, de l'épeautre et autres, dire tiens, celui-là, il a des épis qui a des grains un peu plus gros, je vais planter, mais je ne vais pas manger tout de suite, je vais donc garder pour le futur. Ce qui a été donc ce qu'on appelle très schématiquement la révolution néolithique. C'est-à-dire la capacité d'anticiper, la capacité aussi de se dire qu'il faut stocker, ce qui, dans un certain nombre de cas, veut dire aussi se sédentariser, enclore le territoire, donc qui va être approprié par la communauté, mais également, et on va le voir au cours de l'histoire, il y aura des biens communs, les communaux, que l'on a fait disparaître en France sous M. Pisani. Alors que dans un certain nombre de communes de montagne ou de communes moins fréquemment en plaine, il y avait des territoires communaux qui étaient à la disposition de tout le monde, que l'on a privatisés, comme ce que ça s'était déjà passé en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Donc petit à petit, nos ancêtres, ils ont vécu de la nature, ils ont vécu au quotidien. En partie ce qui était domestiqué, ce qui était élevé, et la richesse, c'était la diversité. Quand on voit la prodigieuse ingéniosité de nos ancêtres paysans, qui ont sélectionné un peu partout en France telle race de vache, telle race de chèvre, telle race de mouton, qui étaient adaptées aux conditions locales. Et la même chose, telle espèce végétale, tel blé, telle pomme, telle poire, qui était à chaque fois adaptée, et c'était un prodige d'ingéniosité qui ne passait pas par la science, qui passait par l'expérimentation, par l'observation et la transmission au long terme. Transmission que maintenant nous sommes dans des sociétés amnésiques qui vivent au moment, qui oublient ce qui s'est passé il y a 15 jours, il y a 1 heure. Or, je veux dire, cette prodigieuse, utilisation de la nature à leur profit, ce qui est normal, a permis l'évolution de nos populations humaines. Mais il y avait également le maintien du sauvage, parce que de temps en temps, on allait rechercher ce qu'on appelle le polymorphisme génétique des gènes restés sauvages qui avaient disparu au fur et à mesure de la sélection. Donc il y avait un lien très important entre l'homme qui se développait, les populations qui se développaient, et la nature, entre guillemets, restée sauvage, qui était moins manipulée par l'homme. Mais aujourd'hui, la nature telle qu'on la conçoit intellectuellement n'existe plus. Il n'y a plus 1 centimètre carré de la planète qui soit totalement exempt de l'activité humaine, ne serait-ce
que parce qu'il y a les pollutions qui traversent les océans, qui circulent à la surface dans la haute atmosphère, et même dans l'Antarctique, très loin d'implantations humaines, on trouve des traces de l'homme. Donc, vouloir séparer aujourd'hui l'homme de la nature a eu peut-être un sens au cours de l'histoire de la vie, mais n'a plus de sens aujourd'hui. Il y a des degrés, bien entendu, de naturalité, de proximité avec l'évolution spontanée de la vie et nos activités, mais dans la réalité, ça n'est plus vrai. Les deux vont ensemble, il y a eu coévolution. Ce qui est nouveau dans l'histoire de notre humanité, c'est la rapidité du changement. Jean Dorst, un grand naturaliste, disait en 1965, en comparant ce qui se passait en Europe occidentale et ce qui se passait en Amérique du Nord. Il disait, à juste titre, qu'il avait plus disparu d'espèces en un siècle en Amérique du Nord qu'en plusieurs millénaires en Europe occidentale. Pour la raison suivante, c'est que le faire-valoir des générations de paysans dans notre pays s'est fait lentement. Ce qui a permis à l'ensemble du monde vivant, que ce soit la flore ou la faune, de s'adapter au changement, d'évoluer. Alors un certain nombre d'espèces ont disparu, mais le cortège majeur, en quelque sorte, s'est maintenu. Or, l'affrontement rapide des colons européens arrivant avec des modes de culture adaptés en France, en Amérique du Nord, a eu un effet catastrophique, notamment dans la Grande Prairie, en démolissant parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas eu les capacités d'adaptation. Et c'est ce que le biologiste que je suis constate depuis 50 ans, depuis que je m'intéresse à la nature, j'ai vu disparaître en France une vingtaine d'espèces. Ce qui ne s'était jamais produit à l'échelle de l'histoire, simplement parce que cela va vite. Le changement va vite et ne permet pas le pas de temps naturel, qui est un pas de temps qui s'échelonne sur plusieurs millénaires. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que ce type de réflexion j'ai avec vous, il est déjà très ancien. Je vais prendre quelques citations d'auteurs anciens qui se posaient déjà la question. Platon, IVe siècle avant Jésus-Christ, en constatant les dégâts de la déforestation et du surpâturage, voilà ce qu'écrit Platon, en parlant d'un paysage de l'Attique. On ne voit plus que les os d'un corps dévasté. Les parties les plus riches et les plus tendres du sol ont peu à peu disparu pour laisser le seul squelette. Déjà, au IVe siècle, on constatait un impact fort de l'activité humaine sur ce que l'on pouvait appeler la nature et ce qui traduisait par une perte. Quand il dit le sol a disparu, ça veut dire que c'est du sol arable qui a disparu. Donc déjà, on constatait, et d'ailleurs Lamartine en 1835 aura exactement le même genre de réaction. Autre vision de la nature, Georges Buffon en 1764. Alors là, c'est intéressant parce que je vais comparer avec un Américain. La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi, c'est-à-dire l'homme, moi seul, qui seul peut la rendre agréable et vivante. Desséchons ses eaux, ses marais, mettons feu à ses forêts. Donc la vision de la nature du XVIIe siècle, XVIIIe siècle de Buffon, il faut tout domestiquer, il faut tout cultiver. Au même moment, ou plutôt 20 ans après, Thomas Jefferson, le futur président des États-Unis, écrit ceci, et c'est intéressant. Si ce n'est sa culture, la nature de l'Amérique, au moins, doit faire l'admiration du monde. Un aspect totalement différent. Dans le premier cas, il faut tout détruire, il faut tout domestiquer, mettre au carré. Dans le deuxième cas, nous en Amérique, nous n'avons pas les civilisations grecques, la civilisation latine, mais nous avons la nature qui doit être magnifiée. Et de cela nous viendra la notion de la wilderness, très forte aux États-Unis, avec d'ailleurs, on va voir que dans son application, quelques bémols. Également, à la même époque, au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, se développe le tourisme.
Qu'est-ce que c'est que le tourisme? C'est aller voir la nature, apprécier l'aspect esthétique, l'émerveillement devant la diversité de la nature. Et ce qui est amusant, c'est de voir que lorsque le tourisme va se développer, les touristes britanniques vont venir dans les Alpes, vont venir dans les Pyrénées, admirer ces paysages. Alors que les locaux, très imprégnés, même s'ils ne connaissaient pas Buffon, pour eux, la nature, c'était effroyable, des précipices inouïs. Et le tourisme, le pyrénéisme et l'alpinisme va se développer à partir de ces Britanniques qui vont venir chez nous et qui vont nous faire découvrir les beautés de la nature. Et à la même époque, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, se développent des associations de défense des herbes folles, de ce que nous, on appelait les mauvaises herbes. Donc là aussi, vous voyez le côté culturel de cette vision, de ce rapport que nous avons avec les vivants, donc, comme parlait Arthur tout à l'heure, non humains. Aussi, l'importance de l'économie. En 1803, Jean-Baptiste Say, qui sera le fondateur de l'économie moderne, écrit ceci. Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et nous vivons encore sur cette vision de l'économie. Les effets secondaires ne sont pas à prendre en compte, voire la notion du PIB, qui en est un excellent exemple. On vit encore, Dieu merci, ça commence à changer, sur ces notions, il n'y a pas de problème, c'est inépuisable, on aura toujours des ressources, ce dont on s'aperçoit être totalement faux. Intéressant, c'est qu'à la même époque, Alexander von Humboldt, grand géographe et grand naturaliste, va parcourir les États-Unis avec un botaniste français qui a un nom prédestiné, il s'appelait Bonpland. Et il va parcourir l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour en décrire le fonctionnement. Ça sera un des premiers à s'apercevoir qu'il y a un étagement de la végétation dans les montagnes et à s'apercevoir de la richesse de cette nature qu'il veut rendre admirable aux Occidentaux quand il va rentrer en Europe. Et il va établir la notion qui est aussi intéressante de monument naturel, qui associe le monument, c'est-à-dire ce qui est culturel, et le naturel, ce qui est la nature, en disant qu'il faut avoir le souci de ces monuments naturels. Ce qui est donc l'antithèse totale de ce que disait quelques années avant le camarade Buffon. À la même époque aussi, un homme très intéressant qui est totalement oublié en France, c'est Georges Catlin. Georges Catlin était un avocat qui a passé une dizaine d'années dans la grande prairie nord-américaine au contact des populations indiennes et qui a fait aussi des ouvrages décrivant à la fois en ethnologue les modes de vie des Américains, des Amérindiens de la grande prairie, décrivant leurs coutumes, leurs costumes, etc. Et il s'est aperçu que l'arrivée des colons européens allait détruire cette civilisation des Indiens de plaine. Et il a dit, il faut conserver pour les générations futures le mode de vie des Amérindiens, la faune sauvage, la grande prairie, les forêts, et il a dit c'est du ressort de l'État fédéral américain de maintenir pour le futur ces ensembles de vastes prairies. Ça sera l'idée du parc national. Alors qui sera complètement, en 1832, il a proposé ça en 1832, ça sera complètement, je dirais, dénaturé par les autorités américaines qui ont bien créé les parcs nationaux, mais par contre, ils ont éliminé les populations indiennes qui vivaient dedans. On ne conservait que la faune, la flore et les paysages.
notamment pour faire la pige aux paysages pyrénéens ou alpins, en disant nous aussi, on a d'aussi belles montagnes, parce qu'ils voyaient les riches Américains aller en Suisse ou dans les Pyrénées pour voir les paysages de montagnes européennes, en disant on a d'aussi beaux paysages, par exemple le Yosemite, Yellowstone, etc. Donc, vous voyez, ce type de réflexion est quand même assez instant. Autre réflexion, et je terminerai ça au point de vue des auteurs, celui de Perkins Marsh. Perkins Marsh est un homme très curieux, qui était au départ un philologue qui travaillait sur le vieil islandais et qui a été envoyé comme ambassadeur des États-Unis en Turquie, puis ensuite en Italie au moment de la création de l'Italie. Et il s'est rendu compte des destructions opérées par le surpâturage, la déforestation, etc. Il a voulu alerter ses compatriotes en disant ne faites pas la même chose. En Europe, ça a été en Amérique, ce qui s'est passé dans la Grande Prairie lorsqu'il y a eu ensuite les épisodes du Dust Bowl. Et il a dit ceci: l'homme a trop longtemps oublié que la terre a été donnée seulement pour l'usufruit, non pour la consommation, encore moins pour une dilapidation éhontée. Et Perkins Marsh a été popularisé en Europe par le grand géographe Élisée Reclus, qui se battait à l'époque intellectuellement contre Darwin, contre la loi du plus fort, contre la compétition, en disant, en constatant sur place, qu'il y avait beaucoup plus d'exemples de coopération ou de solidarité entre êtres humains et que l'avenir était beaucoup plus à travailler, comme tu le disais tout à l'heure, qu'à s'opposer. Et également avec Pierre Kropotkin, un Russe, et c'est tous les deux des anarchistes, et ils défendaient, justement par rapport à la lutte des classes de Marx, par rapport à la loi du plus fort de Darwin, une idée qui correspond à celle que nous avons développée aujourd'hui, du travailler avec, du construire avec, entre nous les hommes, mais avec le reste des vivants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour vous resituer un petit peu notre onde de démarche aujourd'hui. Et une dernière remarque sur la diversité que tu as signalée tout à l'heure. Il est intéressant de voir que Darwin avait observé que dans une prairie, lorsqu'il y avait plusieurs espèces qui vivaient ensemble, la production de matière sèche était plus importante que lorsqu'il n'y avait qu'une ou deux espèces. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été mené dans l'ensemble de l'Europe en 1999 une expérience où des placettes ont été installées dans l'ensemble des pays européens en plantant une espèce, deux espèces, trois espèces, quatre espèces, etc. Et on s'est aperçu, on a démontré ce qu'avait observé Darwin, à savoir que la diversité biologique est beaucoup plus importante en termes de production que la monoculture. Et ça correspond tout à fait à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. La diversité est une richesse, alors qu'en dans un certain monde moderne, entre guillemets, c'est considéré comme un handicap. Et on pourrait dire exactement la même chose en matière humaine. La diversité des hommes est une richesse par rapport à la mono ou l'homogénéité illusoire que cherchent à défendre certains. Voilà. Comme ça, on pourra...